Premièrement, merci d'avoir répondu à notre appel. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter et me parler un peu de vous? Oui, en quelques mots, donc je m'appelle Franck Prazan, j'ai 55 ans, et donc j'ai pas de mon jeune âge connu la période faste qui est aujourd'hui la spécialité de la galerie. Nous sommes donc marchands de tableaux et nous sommes monospécialistes de l'école de Paris des années 50, c'est-à-dire les grands peintres qui sont venus, soit qui étaient français, soit qui étaient étrangers, et qui sont venus s'installer à Paris pendant ou après la Seconde Guerre mondiale et qui ont fait de cette ville le centre du marché de l'art jusqu'à ce que le marché, disons, bascule au début des années 60 en faveur du marché américain et de New York en particulier. Et donc voilà, Paris était vraiment le centre de la création artistique et les artistes sont venus, tout le monde voulait travailler à Paris. Alors Riopelle était canadien, Zhao Qi était chinois, il est venu donc juste avant la Révolution française en 48, mais voilà, il y avait des Russes, Nicolas de Staël qui est né en Russie, Lanskoy, Charchoun, Vieira da Silva était portugaise, et beaucoup d'artistes français sont venus s'installer, travailler et exposer à Paris pendant ces années-là. Et vous, comment vous êtes arrivé dans ce monde-là? Qu'est-ce qui vous a intéressé vers cet art-là? D'abord, j'ai eu la chance, mon père était collectionneur, d'abord industriel, et puis lorsque, à la fin de sa vie professionnelle, il a souhaité consacrer un petit peu plus de temps à sa passion, il a donc vendu son affaire, qui était une affaire importante de textile, à la fin des années 80. Donc moi j'ai grandi dans un environnement qui m'a permis d'acquérir en tout cas une vision des œuvres des grands artistes de cette époque-là, parce que certains d'entre eux étaient présents sur les murs de l'appartement de mes parents, et aussi parce que je passais beaucoup de temps avec mon père dans les musées, le week-end, et puis singulièrement lorsque mon père a donc vendu son affaire à la fin des années 80, eh bien pour consacrer un petit peu plus de temps à sa passion, il est devenu marchand de tableaux. Et donc il a installé une première galerie, dans le quartier clé du marché de l'art, celui qui d'ailleurs rayonnait dans les années 50, de Saint-Germain-des-Prés, une première galerie qui à l'époque était située rue Guénégaud, à 2 pas d'ici, et où j'ai pu donc croiser voilà, les grands peintres qui à l'époque étaient encore vivants, c'était fugace, hein, et surtout leurs œuvres. Et donc voilà, j'ai acquis presque de façon atavique cette connaissance, cette relation, cette sensibilité pour ces peintres-là. Mon parcours personnel est un parcours assez classique. J'ai fait des études de commerce et donc j'ai eu plusieurs expériences dans diverses grandes entreprises. J'ai travaillé notamment chez Cartier, chez LVMH. J'ai travaillé chez Cartier d'ailleurs à titre anecdotique. J'étais basé à l'étranger au Canada et principalement à Montréal. Donc j'ai pu fréquenter les institutions culturelles de Montréal, et qui m'ont donné donc un aperçu un peu plus précis de ce qu'était l'environnement d'où était issue l'école du meuble et les grands peintres que nous ne connaissons pas forcément ici en France, mais comme par exemple Paul-Émile Bordua, et évidemment Riopelle, qui est le plus connu et le plus international de ces grands artistes, pendant mon temps de séjour au Canada. Et lorsque je suis rentré en France, mon parcours m'a conduit, et je vous abrège un certain nombre d'éléments intermédiaires, mais mon parcours m'a conduit à diriger Christie's, donc en France, dont j'ai créé l'activité de vente publique à Paris et que j'ai installée avenue Matignon. Jusqu'à ce que je quitte Christie's en 2001. Et puis par la suite, mon père malheureusement a été très malade. Il ne pouvait plus continuer l'activité qui était la sienne de marchand de tableaux. Entre-temps, il est venu s'installer ici, rue de Seine, à 2 pas de sa première galerie, et j'ai racheté la galerie à mon père pour prendre sa suite au début des années 2000, je crois en 2004. Et à cette époque-là, si ma mémoire est bonne, Riopelle venait juste de décéder, puisque je crois qu'il est décédé en 2002. Donc voilà, je n'ai pas croisé l'homme au cours de mon exercice professionnel, en tout cas en tant que marchand de tableaux, mais bien évidemment sa peinture, dans un registre qui est le nôtre, sur une période de temps assez courte, mais avec grande assiduité, puisque je crois qu'il n'y a pas un salon au monde auquel nous participerions aujourd'hui où Riopelle, sous une forme ou sous une autre, ne serait pas présent. On a la chance de participer aux grands salons dans le monde, donc nous participons à Art Basel, à Bâle,
à Miami, alors pas cette année pour des raisons qui ont trait à la difficulté que l'on connaît, à Hong Kong, on participe à TEFAF, à Maastricht et à New York, on participe à la FIAC, participant à Freeze Masters, et à chaque fois que c'est possible, évidemment, Riopel figure en bonne place sur nos murs, dans un accrochage généraliste qui outre Riopel, montre des œuvres de Soulages, de Nicolas de Staël, de Vieira da Silva, de Fautrier, de Mathieu, bref, de tous les grands peintres qui ont fait, quel que soit leur pays d'origine, de Paris, à ce moment-là, après-guerre, le centre mondial du marché de l'art. Et comment décririez-vous votre relation avec Riopel? D'abord, moi j'ai la chance d'avoir, comme je vous le disais, passé un petit peu de temps au Canada. Et donc, au-delà de cette peinture que d'aucuns décrivent abstraite, j'ai eu la sensation de retrouver dans les peintures de Riopel, à mon retour du Canada, quelque chose qui me rendait ce territoire gigantesque familier à travers la peinture de Riopel. Il y a une approche assez dionysiaque de la peinture chez Riopel, qui je crois a vocation d'embrasser une forme d'immensité liée à la nature, dans une expression plastique qui certes n'est pas descriptive, bien évidemment, mais que je ne qualifierais moi pas forcément totalement d'abstraite, dans la mesure où je pense qu'il y a cette recherche de, malgré tout, donner à connaître, si ce n'est à voir directement, un territoire qui est essentiellement nourri par la nature. Et donc ma relation avec l'œuvre de Riopel, au-delà de l'exercice de mon métier, au-delà de la transaction, au-delà de transmettre à des collectionneurs, principalement des œuvres de Riopel, c'est une relation qui me met en perspective ou en relation avec ce que j'ai pu connaître de la nature au Canada. Et c'est comme ça que moi, personnellement, j'approche, alors c'est très personnel, hein, j'approche le travail de Riopel. Est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous avez vu un de ces tableaux et quel effet ça a eu sur vous? Oui, c'était lorsque mon père s'est installé, donc à la fin des années 80, il a fait une exposition inaugurale, donc consacrée à l'école de Paris des années 50, et il y avait un très beau et grand tableau de Riopel que mon père a à l'époque vendu directement ou indirectement à Alain Delon. Et je suis toujours resté avec l'image de ce merveilleux et grand tableau horizontal, je crois, de 1953. Et pour l'anecdote, bien des années plus tard, lorsqu'Alain Delon a décidé de se séparer d'une partie de sa collection, et principalement donc celle liée à l'école de Paris des années 50, j'ai retrouvé ce tableau que j'ai accroché dans ma galerie ici, rue de Seine, avant que, dans le cadre d'un partenariat avec une maison de vente française, nous le vendions aux enchères. Et donc voilà, c'est une petite anecdote, mais ce tableau en particulier m'a accompagné, puisque je l'ai vu chez mon père alors que je n'étais pas encore marchand de tableaux. Mon père l'a vendu à quelqu'un d'illustre. Je l'ai retrouvé un petit peu plus tard, et à mon tour, je l'ai cédé à quelqu'un qui en est devenu le propriétaire à l'occasion de cette vente aux enchères que nous avions organisée avec la maison Cornette de Saint-Cyr en 2007, me semble-t-il, ou 2008, quelque chose comme ça. Et selon vous et votre expérience, pourquoi les gens s'intéressent à son œuvre? La question, ce serait plutôt de savoir pourquoi ne s'y intéresserait-il pas. Parce que lorsque l'école de Paris, au sens large, c'est une qualification commerciale qui englobe un certain nombre d'artistes qui ont travaillé pendant ces années-là à Paris, mais qui ne définit pas une école de peinture en tant que telle. Vous avez des artistes surréalistes, des artistes expressionnistes, des artistes informels, venus de tous les horizons. Je crois qu'ils étaient, en tout cas Lydia Arambourg, qui a effectué un travail de recensement des peintres qui vivaient de leur peinture, des artistes plasticiens qui vivaient de leur peinture, sans compter les artistes du dimanche, donc les gens qui exposaient régulièrement et qui vivaient de leur peinture. Elle en a dénombré, je crois, quelque chose autour de 350. Le temps a passé, il est resté, nous par exemple, on s'occupe à la galerie de montrer l'œuvre d'environ une trentaine d'artistes. Sur 350, c'est voilà, à peine 10% si vous voulez. Et parmi cette trentaine d'artistes, vous avez une liste plus courte, je dirais d'une dizaine de peintres qui sont des artistes mondiaux, les autres étant au moins internationaux, mais
voilà, 10 artistes qui ont vocation, par leur travail, à rentrer dans n'importe quelle collection du monde, qu'elle soit européenne, américaine, asiatique, et Riopelle fait évidemment partie de cette liste courte. Je ne citerai pas les autres pour ne pas créer de polémique, mais en tout cas, lui en fait évidemment partie. Et donc, sur une période assez courte, puisque nous ne couvrons pas toute la création artistique de Riopelle, on se concentre sur, je dirais, la fin des années 40 jusqu'au milieu des années 50. Il est vraiment, avec ces quelques autres peintres de cette liste courte que je viens de citer, l'archétype de ce qu'était Paris après-guerre, de cette école de Paris, dont Michel Tapier est sans doute le critique le plus emblématique et qui a donc participé au rayonnement à la fois de son pays d'origine et de Paris comme place de marché par la qualité picturale de son travail. Donc, pourquoi s'occuper de Riopelle? Mais quand on fait l'école de Paris des années 50, la question ne se pose même pas de la pertinence, de la continuité, de la monstration de son travail. Il est la partie intégrante, la partie la plus substantielle de l'école de Paris. Est-ce que tantôt vous m'avez conté une anecdote qui s'est passée? Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes que vous vous souvenez qui sont arrivées autour d'étoiles? C'est une anecdote que mon père m'a racontée, à laquelle je n'ai pas assisté. Donc, quand mon père, il était collectionneur avant que d'être marchand de tableaux. Il a rencontré à Riopelle, parce que Riopelle partageait encore son temps entre Montréal et Paris. Alors, je ne sais pas à quelle occasion, mais très précisément, mais je me souviens de ce que mon père me disait, je crois, une des premières fois qu'il l'a rencontré, et lui posait la question de savoir pourquoi est-ce qu'il utilisait une palette aussi riche, aussi subtile et aussi complexe pour créer des œuvres qui étaient par essence foisonnantes, alors que et auxquelles il devait consacrer beaucoup de temps. D'ailleurs, quand vous voyez l'atelier de Riopelle, vous avez l'impression de rentrer dans une peinture de Riopelle, de ces années-là. Et Riopelle lui aurait dit, mais tu sais, enfin, sous-entendu, tu pourrais aller plus rapidement, faire plus de peinture, alimenter un marché qui a toujours été très demandeur. Et donc, pourquoi, la question sous-jacente, c'était pourquoi consacrer autant de temps et d'énergie à ces all-over qui font donc la spécificité du travail de Riopelle. Et Riopelle, donc je n'ai pas assisté à la discussion, lui aurait dit, tu sais combien il y a de lacs dans mon pays? Et donc mon père, qui lui ne connaissait pas le Canada, bien qu'il ait été amené à venir me rendre visite lorsque j'y habitais, lui aurait, me disait-il, répondu, je ne sais pas, beaucoup de lacs dans un pays qui est, je crois, 18 fois grand comme la France. Enfin, vous voulez qu'on ferme la porte? Ouais. Si c'est possible, ouais. S'il vous plaît. Elspeth? Non, est-ce que... Je peux faire. Oui, oui. Vous couperez? Voilà, pardonnez-moi. Est-ce qu'on peut reprendre l'anecdote? Alors, reposez-moi la question. Donc, est-ce que vous vous souvenez d'autres anecdotes qui sont arrivées autour de l'œuvre de Riopelle? Une autre anecdote à laquelle donc, dont je n'ai pas été le témoin direct, mais que mon père m'a raconté, et comme je vous le disais avant, que je ne sais pas à quelle époque elle s'est déroulée, et mon père était collectionneur avant que d'être marchand de tableaux. Il a été amené à rencontrer Riopelle physiquement en tant que collectionneur, puis sans doute comme marchand de tableaux, quand Riopelle partageait peut-être encore son temps entre Montréal et Paris. Et s'agissant de la complexité plastique de l'œuvre de Riopelle, mon père me racontait cette anecdote. Il lui aurait donc posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il passait autant de temps dans la complexité de la recherche chromatique de ces facettes de couleurs. Donc je pense que ça devait porter sur la période des mosaïques, donc à partir de 1952 jusqu'à 1956, alors que très probablement, et d'ailleurs même ultérieurement, très probablement, Riopelle, dont le marché était déjà, et depuis longtemps, un marché mondial important, aurait pu sans doute céder plus aisément à la facilité. Et la question que Riopelle aurait posée en retour à mon père pour expliquer donc ce soin du détail, de
de l'infiniment petit dans une acception infiniment grande de cette nature difficilement représentable, qui est celle du Canada, dans un pays qui est, je crois, 18 fois grand, si je ne me trompe, comme la France, lui aurait dit, sous forme de réponse, est-ce que tu sais combien il y a de lacs dans mon pays? Et mon père, qui ne connaissait donc pas le Canada, à part les quelques fois où il m'a rendu visite lorsque j'y résidais, lui aurait répondu, je ne sais pas, beaucoup sans doute, je ne sais pas, 100 000, 150 000 lacs. Je ne sais pas combien il y a de lacs et d'étendues d'eau en France, mais dans son esprit, ça voulait dire beaucoup, beaucoup plus. Et Riopelle lui aurait répondu, non, dans mon pays, il y a, entre les lacs et jusqu'à la petite flaque d'eau, 2 millions de lacs. Et donc, j'ai le soin et le désir de représenter quelque chose qui dépasse même l'imagination et la simple représentation de cette immensité. Et donc voilà pourquoi je m'échine à travailler dans le détail du demi-détail, de la petite couleur qui va faire que voilà, une œuvre sera ce que j'attends d'elle en termes de représentation de cette immensité qu'est la nature canadienne. Si... Est-ce que ça va sonner encore? Si elle a répondu, non. Elle a répondu. À travers de son œuvre que vous observez et peut-être aussi les anecdotes que vous avez entendues à travers de votre père, comment décririez-vous Riopelle dans vos mots? Quelle impression vous avez, quelle image avez-vous bâtie dans votre imaginaire de lui? Pour moi, donc la spécialité de la galerie est de tourner autour de l'abstraction. Et l'abstraction est une problématique qui aujourd'hui est sans doute un petit peu dépassée en tant que telle, si vous voulez, mais qui a animé bien des débats dans les années 50, parce qu'à l'époque, l'art contemporain était justement tourné autour de l'abstraction. Aujourd'hui, si vous voulez, à la fois la technique et la recherche plastique vont bien au-delà de ces débats mais qui pour moi ont toujours appelé une réflexion qui est toujours constante. Et parce que j'inscris assez volontiers la peinture dans deux registres, d'abord celui de l'immédiateté, c'est-à-dire le message que l'on reçoit en tant que regardant d'une œuvre d'art et d'une peinture en particulier. Nous sommes spécialiste de la peinture. Je ne fais pas de sculpture, je ne fais pas d'œuvre éditée. On montre la peinture. Et donc la première question, c'est celle du message qu'en tant que spectateur, je reçois lorsque je suis en face d'une peinture. Et puis, au-delà de ce message, qui est un message instinctif, immédiat, de captation d'une représentation. La représentation, quelle œuvre en tant que telle? Non pas de ce qu'elle entend montrer, mais simplement de ce qu'elle montre immédiatement. Mais j'essaye parfois d'aller un petit peu au-delà et d'essayer de capter ce qu'a pu être la démarche de l'artiste. Et je vous dis, cette relation un peu particulière que j'ai pu nouer avec le Canada, parce que j'ai adoré ce pays, parce que j'y ai passé suffisamment de temps pour appréhender son immensité, sa complexité, et résonne particulièrement en moi lorsque je me trouve en face d'une œuvre de Riopelle. Ça n'est pas du tout la même démarche et la même sensation lorsque je suis placé en face d'un tableau de Soulages, ou en face d'un tableau de Nicolas de Staël, ou alors, encore plus ultimement, avec cette jonction entre, disons, l'art moderne et puis l'art contemporain que représente Yves Klein. J'essaye de dépasser, si vous voulez, l'appréhension immédiate de l'image et de remettre dans son contexte, dans le contexte de l'artiste, la signification qu'elle peut avoir. Et donc, évidemment, en ayant ce bagage de connaissances et de sensations de ce pays gigantesque et fantastique, et je parlerai même peut-être plus volontiers du Québec que du Canada, le travail de Riopelle me parle particulièrement, et j'y vois comme une forme de recensement d'un tout dans un espace forcément limité, qui est celui donc de la toile, de l'œuvre d'art, mais qui va bien au-delà de cette fenêtre, si vous voulez. Et cette fenêtre, malgré tout, me permet de dépasser le cadre et de me projeter dans un environnement qui me parle et auquel je suis très sensible.
Est-ce qu'elle vous parle de l'artiste aussi? Êtes-vous capable de connaître l'artiste à Non, travers la peinture? non, parce que je dois dire que, mais c'est très personnel, je fais la différence entre l'homme ou la femme, l'artiste donc, et puis son œuvre, et j'essaye de me concentrer, ce qui me permet de passer outre bien des débats par ailleurs, et j'essaie de me concentrer sur le travail et sur ce qu'il évoque en moi. Si je veux connaître l'artiste, alors d'abord j'ai cette chance de fréquenter les familles, si je n'ai pas eu celle de connaître les artistes de leur vivant, j'en ai connu quelques-uns, mais j'essaye de séparer les choses, et l'artiste vient après. C'est très personnel, mais il vient après. Moi, ce que je regarde d'abord, ce que j'appréhende et ce que je recherche d'abord, c'est le message, c'est simplement ce que j'ai sous les yeux, sans forcément rentrer dans trop de complexité, mais parfois l'œuvre m'y invite, et c'est le cas notamment de Riopelle, mais c'est vraiment l'œuvre que j'appréhende en premier. Est-ce que vous vous souvenez peut-être d'un moment marquant qui est arrivé au courant d'une vente que vous avez fait ou quelqu'un qui s'intéressait à Riopelle? Oui, alors très récemment. Bon, j'ai vendu des grandes peintures, l'hommage à Robert le Diabolique est un très grand tableau et qui fait aujourd'hui partie d'une collection institutionnelle importante. Je pense que dans ces dernières années, aucune autre galerie, en tout cas en France, n'a eu en main des œuvres aussi importantes de Riopelle sur une période, comme je vous le disais, relativement courte, hein, puisque nous n'avons pas vocation, par le programme qui est celui de la galerie, à aller très avant dans le temps, et pour Riopelle, on s'arrêterait très probablement, comme je vous le disais, en 55-56. Donc entre 49 et le milieu des années 50, nous avons eu la chance d'avoir en main beaucoup relativement, parce que l'œuvre est relativement rare, elle circule relativement peu sur le marché. Mais alors j'ai eu un exemple très récent, c'est que j'ai montré une grande peinture à Bâle cette année de 1950, une mosaïque de 1953-1954, relativement grand format, d'1,62 m. Et vous savez, parfois un tableau, mon métier c'est de vendre des tableaux, de diffuser. Je suis marchand de tableaux, nous ne sommes pas une institution, notre rôle c'est de diffuser. Et parfois un tableau, on peut mettre des années avant de trouver un acquéreur qui l'aime et souhaite se commettre sur des sommes qui sont parfois très substantielles. Et le marché de Riopelle est un marché qui est devenu très substantiel. Et parfois, il y a un miracle qui se crée. Quelqu'un passe devant une peinture, a la capacité financière de l'assumer, et surtout à cette reconnaissance immédiate de la qualité plastique qu'elle évoque en lui. Et j'ai vendu ce tableau de Riopelle, important, cette année à Bâle, en l'espace de quelques instants, à un collectionneur français chez qui je suis allé l'accrocher il y a donc relativement peu de temps, puisque la foire de Bâle a été décalée au mois de septembre. J'ai dû accrocher le tableau chez lui à la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre, et je crois que je n'ai jamais vendu un tableau aussi rapidement que celui-ci. Je l'ai accroché sur mon mur, c'est la première fois que nous le montrions, au centre de mon stand. Je pourrais vous montrer des images, et, si vous le souhaitez, à Bâle, qui est donc la grande foire d'art moderne et contemporain, en tout cas une des plus importantes au monde, et quelqu'un que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais rencontré, qui connaissait le travail de Riopelle, mais sans doute pas de façon extrêmement approfondie, enfin je veux dire, chez qui elle évoquait quelque chose, l'a acheté en l'espace de quelques minutes de discussion. Est-ce qu'il y a d'autres moments comme ça qui vous ont marqué? Alors ils sont divers et ils sont diffus parce que ce sont souvent des relations autour d'une œuvre avec des gens qui connaissent bien l'œuvre. La spécificité du travail de Riopelle, c'est qu'elle emporte l'enthousiasme chez des gens qui sont très investis en général. Ce sont des achats qui sont peu spéculatifs en général, de gens qui ont une relation interpersonnelle avec le travail de Riopelle. Et donc, je dirais que plus qu'une anecdote ou un moment en particulier, ce sont souvent des discussions approfondies autour de l'amour commun et du regard partagé autour du travail de ce grand artiste. Donc voilà, j'ai des gens qui
connaissent le travail de Riopelle, connaissent le travail de la galerie, qui sont à l'affût des œuvres que l'on va pouvoir à un moment montrer, faire découvrir, qui s'emportent acquéreurs ou pas d'ailleurs, mais avec qui nous entretenons des dialogues comme ça sur la durée depuis maintenant presque une trentaine d'années que la galerie existe. Moi, je l'ai reprise, ça fait bientôt 20 ans. Donc voilà, ce sont des moments comme ça nourris et jalonnés dans le temps, mais qui sont très satisfaisants sur le plan intellectuel et sur le plan de la satisfaction de l'exécution de mon métier. Selon vous, qu'est-ce qu'on devrait apprendre aux générations futures à regarder. Riopelle? À regarder. C'est tout. Et comment on apprend à quelqu'un à regarder? Ah, ça, c'est une bonne question. Sans jamais forcer, sans jamais contraindre, en tentant d'éveiller la curiosité. Je pense qu'une belle exposition rétrospective Riopelle à Paris, aujourd'hui, serait la bienvenue. À Paris et évidemment ailleurs dans le monde. Voilà, comment est-ce qu'on apprend à regarder? Par la conviction, par la répétition, sans doute. Sans jamais se décourager, parce que c'est pas facile. Aujourd'hui, ce que nous avons tous dans notre poche nous conduit à une forme d'immédiateté qui n'est pas celle de la peinture. Et donc voilà, ça nécessite peut-être un tout petit peu plus si ce n'est d'effort, en tout cas d'implication personnelle, et d'apprendre à aimer tout simplement. Voir les expositions, aller dans les galeries, aller dans les musées, lire, pourquoi pas, mais je ne pense pas que ce soit obligatoire. Voilà, c'est un chemin. Et selon vous, quel est le futur de Riopelle, de son œuvre, de son héritage? Mais là où il est, son futur est acquis. Hein, le futur de son œuvre, pour moi, il ne fait aucun doute. Il est inscrit dans le temps. Son travail est dans les grandes institutions. Il est collectionné, comme je vous le disais, par des gens qui sont très investis dans la conservation et la défense de son travail. Donc j'ai aucun doute sur la postérité de ce travail. J'aimerais beaucoup, à titre personnel, qu'il y ait une grande rétrospective qui soit, comme je vous le disais, organisée. On a passé des échéances de célébration de son œuvre, mais il est inscrit dans le temps. Voilà, ça serait le bon moment, je crois, là, de prévoir quelque chose qui ait une envergure un petit peu... Il y a eu des expositions, bien entendu, mais enfin... Je veux dire, il appartient à Paris autant qu'il appartient au Canada et, je veux dire, à l'histoire de l'art au plan mondial. Et ça serait bien d'avoir quelque chose de matériel, de concret, une belle exposition rétrospective dans une institution importante, au Musée national d'art moderne ou au Musée d'art moderne de Paris. Ça serait formidable. Et qui voyagerait ensuite, ça serait formidable. Pensez-vous que c'est possible? Tout est possible. C'est souhaitable en tout cas, de mon point de vue. Ça prend du temps à organiser. Et puis le Covid a eu pour effet de reporter un certain nombre d'échéances, malheureusement. Donc, mais tout est possible. Oui. Moi, si je peux aider en quelque manière que ce soit, je serais très heureux de le faire. On le fait là prochainement avec le Musée d'art moderne autour de Nicolas de Staël et de la famille en aidant à la réalisation du projet. Et je ne vois pas pourquoi est-ce que ce serait différent s'agissant de Riopelle. Et comment on devrait se souvenir de lui, de Riopelle? En se souvenant de sa peinture, tout simplement. Si vous voulez, encore une fois, c'est très bien de considérer l'homme qu'il a été, de le mettre en perspective par rapport aux grands artistes qui, de ce côté-ci de l'Atlantique ou de l'autre, ont travaillé, émergé dans l'après-guerre, c'est très bien, mais simplement en considérant le travail irremplaçable et incomparable. Alors souvent, j'entends
parler du rapprochement entre, par exemple, Pollock et Riopelle. Pour moi, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Il y avait à ce moment-là des volontés de dépasser des schémas traditionnellement acquis que la guerre d'ailleurs a complètement remis en cause, et Riopelle s'inscrit complètement dans cette trajectoire-là. Non, simplement en se souvenant. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de faire un effort pour se souvenir de son travail, il est présent. Donc voilà, en le montrant le plus possible, et autant que possible. Et pour terminer, pouvez-vous me décrire en un mot ou une phrase, une courte phrase, l'œuvre de Riopelle? Immense. Voilà. Au sens propre et figuré. Avez-vous d'autres choses à ajouter sur le sujet? Non, écoutez, je crois que on n'a pas fait le tour, et loin s'en faut. Mais en peu de temps, en tout cas, j'ai transmis ce que l'œuvre évoquait pour moi. Merci beaucoup. Je vous en prie.